La première salle, à gauche de l'entrée, rassemble quelques-unes des œuvres de jeunesse de l'artiste. Il s'agit, pour la plupart, d'essais antérieurs à son admission dans l'atelier du maître Kishishaburo. La disposition en spirale de cette partie de l'exposition permet aux visiteurs d'embrasser d'un seul regard la totalité des tranches temporelles présentées. La tradition voudrait que chacune d'elles renfermât en substance l'une des réussites à venir, comme un brouillon imparfait livré trop tôt au regard du public. C'est là une illusion qu'il faut dissiper. Les différentes pièces réunies ici n'ont de remarquable que leur médiocrité. Signées d'un nom moins célèbre, elles auraient rapidement sombré dans l'oubli. Il suffit, pour s'en convaincre, de s'attarder quelque instant devant le diptyque central considéré comme l'œuvre la plus ambitieuse datant de cette période. Les deux panneaux, brillamment éclairés par une batterie de projecteurs, ont été extraits de la même séquence temporelle à 5 microsecondes d'intervalle. Haut de plus de 3 mètres, il renferme des fragments du suicide d'une geisha mis en scène par l'auteur. Le sujet, classique dans son essence, a déjà donné lieu à bien des développements de la part de créateurs divers. Il est ici traité avec un manque absolu d'originalité. La forme de suicide choisie, la jeune femme s'est jetée du haut d'une falaise, aurait pu conduire à une bonne étude de l'impact du corps contre les rochers. Pourtant, l'artiste ne s'est intéressé qu'au tout début de la chute, sans se préoccuper de sa conclusion. Les deux tranches ont été prélevées trop tôt, et l'instant exact de la mort est absent de l'œuvre. L'exécution elle-même n'est pas exempte de défauts. La technique d'extraction du fragment temporel n'était pas bien maîtrisée, et des irrégularités dans l'épaisseur des tranches gauchissent localement les perspectives. Quelques rayures de plusieurs nanosecondes de profondeur sont visibles dans le coin droit du deuxième volet. L'ensemble laisse une impression pénible de confusion, encore renforcée par le mauvais choix des angles de coupe, beaucoup trop voisins. On frémit à la pensée des dégâts qui ont dû être infligés à la structure du continuum lors de l'extraction du morceau de temps nécessaire à la création de l'œuvre. Et surtout, on s'étonne de voir tant d'erreurs grossières accumulées par le talentueux metteur en scène de l'assassinat de John Lennon. Faire le tour complet de cette salle serait fastidieux et, soulignons-le, encore une fois, sans grand intérêt. Chacune des pièces exposées présente son lot de défauts. Certaines sont si médiocres que leur authenticité a été contestée à plusieurs reprises. Voir à ce sujet l'ouvrage Les maîtres manipulateurs d'univers parallèles de Shige Naga. Et pourtant, de ces œuvres ternes et grises de la première période, allait surgir, comme un phénix renaissant de ses cendres, l'un des metteurs en scène les plus célèbres de notre époque. Les raisons de cette transformation sont mal connues, et ont déjà donné matière à bien des hypothèses et querelles d'école. La plupart des critiques s'accordent pour en situer l'origine au moment où l'artiste fut autorisé à créer son univers pour servir de support à ses œuvres futures. Cette autorisation marquait la fin de sa période d'apprentissage et le début de son indépendance artistique. Lorsque les médecins l'opérèrent, pour préparer son esprit à la fusion universelle, il n'était qu'un jeune homme timide, sans autre particularité que ses yeux exagérément bridés. Personne alors n'aurait pu prédire la destinée qui allait être la sienne. À partir de ce moment-là, les avis divergent. Possédait-il déjà cette étrange sensibilité qui, par la suite, allait s'épanouir dans chacune de ses œuvres? Apparut-elle, au contraire, au contact de certaines particularités de son univers personnel? J'ouvre ici une parenthèse à l'usage de ceux qui connaissent mal le processus de création temporelle. Nous savons que notre île est le seul point de réalité stable du multivers qui nous entoure. Si l'on imagine le temps comme un fleuve aux multiples bras, elle en est à la fois l'embouchure et la source. Il est à chaque instant possible de dériver le cours de ce fleuve pour faire naître un nouvel univers parallèle au nôtre, modelé par la personnalité de son créateur. Notre île seule demeure à jamais inchangée au centre du Maha. Quand un artiste est jugé digne de devenir créateur, une légère intervention est pratiquée sur ses lobes frontaux. Son esprit se trouve alors relié au temps dans sa totalité. Pendant les quelques instants que dure la transe, il peut, par un effort conscient, ajouter un nouveau bourgeon à l'arbre des possibles et donner naissance à un nouvel univers. Il apprendra, par la suite, à le manipuler à son gré afin d'en extraire les tranches temporelles qu'il aura orchestrées. À sa mort, sa création tout entière disparaîtra avec lui. Plutôt que de prendre parti,
présentons les faits concernant la création elle-même tels qu'ils ont été rapportés par l'artiste dans son autobiographie. Rappelons simplement qu'il venait de terminer la série des vivisections, destinées à un hôpital de province. Après l'opération, mon esprit demeura dans un état d'extrême confusion durant plusieurs heures. Mon maître, qui m'avait fait l'honneur d'être présent lors de mon réveil, se tenait à mon chevet. Il me tendit un miroir grossissant, dans lequel se reflétait le fin réseau de cicatrices qui ornait mon front. Il était identique à celui beaucoup plus ancien, qui se détachait sur l'ivoire jauni de sa peau. J'eus à peine la force de le remercier d'un signe de tête avant de perdre à nouveau conscience. La transe libératrice se produisit d'un seul coup, et je me sentis projeté hors de moi-même dans toutes les directions à la fois. Je vis le plénum comme un toit de tuiles s'étendant à perte de vue. Je devins chaque tuile et le toit en même temps. Je fus l'arbre sans tronc aux branches innombrables, dont les racines plongent dans sa propre ombre. Je fus unique et multiforme, parcelle et totalité. Mais ces visions ne durèrent qu'un instant. Mon esprit effrayé se rétrécit et je sentis monter en moi le désir impérieux de créer mon univers personnel. Le monde que je fis naître était terriblement différent du nôtre, plus sauvage, plus primitif. À peine y reconnaissait-on le reflet déformé de notre île ancrée à la surface des eaux. Du fait de son éloignement du point central, le temps s'y écoulait à un rythme accéléré. Je savais qu'il me serait possible de prévoir mes mises en scène très longtemps à l'avance. Je laissais s'écouler un peu plus d'un siècle, suivant la chronologie locale. Durant ce laps de temps, la population, à durée de vie très brève, se renouvela entièrement. Puis je consacrai 2 ans à l'apprentissage des forces de contrôle qui régissent les mouvements d'une foule ou d'un individu isolé. Grâce aux méthodes enseignées par mon maître Kishishaburo, je devins habile à manipuler mes créatures. Vers cette époque, je fis quelques essais de mise en place d'événements particuliers. L'un de ces essais occupe à lui seul la seconde salle. Il s'agit bien sûr de l'attentat de Sarajevo, dont la reproduction figure dans de nombreux livrets d'art et que l'on peut considérer comme la première réussite authentique de son auteur. Ce qui frappe d'emblée devant cette œuvre, c'est l'extraordinaire finesse rythmique qui l'anime. La tranche temporelle, d'une étroitesse infinie, à la limite de la non-existence, est éclairée par une lumière interne très douce, rappelant celle des vers luisants. Le groupe central, très dépouillé, est entouré d'une frange d'idéogrammes complexes tissés par les plumées des gardes à cheval. On peut admirer la parfaite symétrie de la composition qui reprend une figure classique du théâtre No avec une élégante froideur. On peut s'extasier devant la pureté du geste, la douceur presque maternelle avec laquelle la victime offre son sein au bal de son bourreau. Mais ce que l'on retient surtout, ce sont les 3 fleurs sanglantes qui jaillissent de sa poitrine, seule tache véritablement colorée au milieu du noir et blanc des costumes. La présentation de cette œuvre, lors du festival annuel d'Osaka, fut saluée par un concert presque unanime de félicitations. Seuls quelques esprits chagrins regrettèrent l'importance exagérée accordée au décor. Mais leurs objections furent balayées par les réactions très favorables du public. Curieusement, ce succès, au lieu d'encourager l'artiste, le poussa à s'enfermer dans une semi-retraite, loin de la ville. Les rares apparitions publiques qu'il fit durant cette période révélèrent un homme tourmenté, en proie à d'étranges tortures intérieures. Personne ne se doutait alors qu'il était en train de remettre en cause les fondements mêmes de son art. Quelque temps plus tard, il prit la dangereuse décision de vivre en contact permanent avec son univers. Il s'était contenté jusque-là d'incursions occasionnelles destinées à le familiariser avec les forces de contrôle de sa population. Quand il estima avoir acquis suffisamment d'habileté, il dissocia son esprit et en laissa une partie se fondre dans sa création. Il est possible, comme l'ont souligné quelques critiques, que ses obsessions soient apparues à ce moment-là. Certaines particularités du monde qu'il avait engendré ont pu agir comme des miroirs déformants, renvoyant à l'artiste ses propres préoccupations démesurément agrandies. Quoi qu'il en soit, son comportement changea. Il eut durant cette période de fréquents accès de délire et l'équilibre de son univers s'en ressentit. Il travailla avec une énergie farouche, ne s'accordant que de brefs instants de repos et de méditation. Il s'exerça à la calligraphie. Son trait s'affermit, se fortifia grâce à d'incessants exercices. On dit même qu'il jeûna pour affiner le toucher de son esprit. Son habileté de metteur en scène s'accrut. Il ne se contenta plus, comme il l'avait fait jusqu'alors, de diriger grossièrement des foules ou des individus isolés. Il s'empara des visages, des muscles, des nerfs. Il apprit à faire naître les gestes les plus infimes, les expressions les plus fugitives.
Rompant délibérément avec la tradition, il bouleversa l'ordonnancement classique des paysages et fit apparaître d'hallucinants décors. D'immenses constructions brisèrent la monotonie des horizons trop vides, et partout il encouragea le goût de la démesure et de la verticalité. Il convient de souligner à ce propos l'importance croissante accordée à la mise en place du décor. Cette tendance, qui n'était qu'esquissée dans une œuvre comme L'attentat de Sarajevo, devint très vite une des préoccupations majeures de l'artiste. Les diverses études datant de cette période en font foi. Citons par exemple la très curieuse Chute du haut de l'Empire State et sa perspective vertigineuse, encore accentuée par l'expression de terreur convulsive de la victime et l'utilisation de la contre-plongée. Un an après, un certain nombre de critiques célèbres reçurent une invitation, calligraphiée par l'artiste lui-même, pour un vernissage à Osaka. On apprit qu'il avait loué en grand secret une des galeries proches du musée, dans laquelle il avait fait transporter plusieurs de ses œuvres récentes. Les invités furent accueillis par le propriétaire de la galerie, qui leur demanda de se ranger en demi-cercle. Quelques minutes plus tard, une voix invisible donna le signal de la représentation. Sous le titre 11 versions de l'assassinat de Kennedy, avaient été rassemblées 11 tranches temporelles de taille et d'épaisseur diverses. Chacune d'elles était recouverte d'un voile blanc de deuil. Plusieurs très jeunes filles entreprirent de les découvrir en suivant les indications données par la voix. Les premiers cris d'admiration jaillirent aussitôt. Ce sont ces mêmes séquences qui constituent le cœur de l'exposition actuelle. Le public comprendra sans peine qu'il était impossible de recommencer une telle présentation pour chaque groupe de visiteurs. Suivant les conseils de l'artiste, les 11 pièces sont maintenant réunies dans la salle circulaire et un soin tout particulier a été accordé aux éclairages. Une série de miroirs grossissants a été disposée de manière que les éléments essentiels de chaque œuvre soient visibles de n'importe quel point de la salle. Il est difficile de décrire en détail chacune des tranches sans nuire à l'impression générale. Elles sont si étroitement liées que l'on ne peut véritablement les dissocier. Seul le catalogue, en leur attribuant à chacune un numéro arbitraire, semble les considérer comme des œuvres distinctes. Mais cette numérotation ne repose sur rien. L'artiste n'a d'ailleurs jamais autorisé une présentation incomplète de son groupe. Dès l'entrée, l'œil est assailli par une débauche de couleurs violentes, parmi lesquelles le rouge domine. Le silence, ici, est de rigueur. Il convient de passer lentement devant chaque scène en retenant son souffle. J'avoue une légère préférence pour la tranche 5, qui renferme l'instant exact de la première balle sur la nuque de Kennedy. La série d'expressions qui se succèdent sur son visage est d'une perfection rarement atteinte. Le morceau de temps est suffisamment épais pour que la balle traverse l'arrière du crâne et ressorte près de l'épaule dans un ralenti saisissant. La tranche 8, la plus mince, a été extraite au moment précis où l'assassin appuie sur la détente de son arme. Les lignes de fuite des bâtiments convergent en un point situé derrière la tête de la victime, qui apparaît ainsi nimbée d'une auréole sombre sur laquelle se détache son éclatant sourire. Près de l'extrémité du canon, la balle mortelle attend le moment de filer vers sa cible. L'éclairage restitue l'intensité tragique de la scène en soulignant de façon parfois très crue le moindre détail de l'action. Et dans la dernière tranche, un œil gigantesque, celui de Jackie Kennedy, reflète l'ensemble de l'assassinat instant par instant comme un résumé de l'œuvre tout entière. Il est presque impossible, à celui qui n'a jamais contemplé ces œuvres, d'imaginer l'effet qu'elles produisent. Le décor est ici omniprésent. Immense tour de métal et de verre, d'une hallucinante fragilité, où se reflètent les éléments du cortège présidentiel. Labyrinthe des rues dans lequel errent des personnages que l'éloignement transforme en fourmis. La plupart des scènes sont vues d'en haut, en perspective plongeante, ce qui augmente encore le vertige du spectateur. En bouleversant ainsi la tradition, le créateur a su imposer une vision totalement neuve des rapports spatiaux devant laquelle nul ne peut rester indifférent. Beaucoup de critiques se sont extasiés devant le tour de force réalisé par l'artiste, qui a su dériver sa séquence originale pour faire coexister 11 versions du même fait avec d'infimes variantes. Mais la perfection technique est éclipsée par la beauté du résultat. L'art, à ce niveau, confine au génie, le plus pur. La présentation d'une œuvre comme celle-ci justifie à elle seule la création de l'univers dont elle est extraite. Il m'arrive parfois de regretter que les victimes de telles mises en scène ne sachent pas qu'elles atteignent en mourant à l'immortalité artistique.
L'instant de leur mort, cette fraction impalpable, arrachée à l'espace et au temps, est la forme ultime d'art, la seule qui compte vraiment aux yeux des esthètes. Je suis sûr que leur fin serait adoucie si elles en avaient conscience. Il me revient en mémoire un article paru dernièrement dans une célèbre revue d'avant-garde. L'artiste y expliquait les répercussions que cet assassinat avait eues sur les habitants de son univers. Pour exécuter son œuvre, il avait dû extraire les quelques secondes qui renfermaient l'événement, et l'absence de ces secondes cruciales n'était pas passée inaperçue. Personne, depuis, n'a été capable de reconstituer le déroulement exact de l'action, malgré la présence de plusieurs milliers de témoins, et les hypothèses les plus fantaisistes circulent encore. À l'heure où j'écris ces lignes, il semblerait que l'artiste ait volontairement laissé la situation se dégrader en encourageant au besoin les tendances destructrices de la population locale. On murmure qu'il compte profiter de l'état de tension qui est apparu pour mettre un point final à sa création avant sa mort qu'il sait toute proche. Les scènes qu'il a prévu d'orchestrer à cette occasion formeront la trame de sa dernière œuvre, dont le titre serait « Vision de la guerre totale ».